Très content de prendre la parole. C'est toujours difficile de prendre la parole après Jean-François Simard. L'éloquence à côté, dans le dictionnaire, là, c'est écrit à côté de l'éloquence, c'est écrit « voir Jean-François Simard ». C'est une référence. Donc, mais je le salue, évidemment, et je salue la présence de la vice-première ministre, Mme Guilbeault, nos collègues, bien sûr, Émilie Foster, Vincent Caron, Mario Asselin, Sylvain Lévesque. Merci d'être là. J'espère que je n'ai pas oublié, ce serait terrible. Nous sommes dans une école et il faut saluer ceux que j'appelle les capitaines à bord, donc la présence de Mme Landry, direction d'école ici. Merci pour votre travail. C'est une grande école, c'est une grande responsabilité, un grand privilège, mais une grande responsabilité de prendre soin de tout ce monde-là. Merci de nous accueillir chez vous, Mme Landry. Puis on a ceux que j'appelle maintenant les premiers dirigeants de notre réseau scolaire, nos directions générales. Je dois le saluer aussi, même si mon collègue l'a fait avant. C'est important de saluer la présence et l'implication de tous les instants de nos directeurs et nos directrices générales de nos centres de services scolaires. Donc, Mme Asselin pour les premières seigneuries, M. Lapointe pour la capitale et Mme Tardif pour Port-Neuf. Merci d'être ici, puis merci de prendre soin de tout ce monde-là dans toutes nos écoles. C'est très important. C'est notre deuxième semaine depuis la rentrée scolaire. Chaque rentrée, c'est quelque chose de spécial. Les gens qui sont dans le réseau ont toujours des petits papillons dans le ventre. Mais évidemment, cette année, on avait des essaims de papillons complets dans le ventre. C'était très, très particulier, une rentrée scolaire en temps de pandémie mondiale. Ça a été le cas aussi d'avoir ces sentiments-là, je pense, pour des élèves, pour tout le monde dans le réseau scolaire, pour les parents aussi. Puis, je veux remercier les parents de faire confiance à nos experts dans le réseau scolaire, mais il faut que je souligne le travail colossal des gens dans les services, dans les centres de services scolaires, puis dans les écoles. Il a fallu se réinventer. On en parlait tout à l'heure lors de la petite rencontre avec les directions générales. Il a fallu se réinventer dans nos façons de faire, dans notre façon de donner les cours, parfois à distance, dans notre façon de gérer les horaires, de décaler les récréations, de faire des horaires du dîner, de mettre par terre des petites flèches partout pour de la circulation. Le code de la route est plus complexe dans les écoles que sur les routes du Québec maintenant. Il y a des flèches, des arrêts, il y a tout ce qu'il faut pour prendre soin du monde. Ça ne s'est pas fait tout seul, ça s'est fait avec les gens dans les écoles. Donc, merci beaucoup parce que si, malgré quelques accros, malgré quelques imperfections, on vit des succès dans nos écoles, c'est à cause de l'implication de tout le monde, comme ça. C'est important, bien sûr, d'avoir préparé l'arrivée des jeunes, mais c'est important aussi d'en prendre soin au quotidien. On dit des jeunes, des fois on dit nos enfants, mais il y a dans nos écoles des grands adolescents du secondaire, mais aussi des adultes en formation générale et en formation professionnelle. Tout ce monde-là a besoin d'apprendre, puis tout ce monde-là est un peu bousculé encore, mais tout ce monde-là est en train d'apprendre la nouvelle normalité en temps de COVID, de qu'est-ce que c'est enseigner, apprendre. Puis je suis conscient qu'il y a quand même un niveau d'anxiété qui est encore élevé, évidemment, par rapport aux autres années, mais quand même que chaque jour qui passe, on s'approprie ces nouvelles façons de faire-là. Mais il ne faut pas oublier que c'est la rentrée, c'est la pandémie, mais il faut regarder plus loin en avant. Bien sûr, on gère les urgences, mais on planifie à long terme. C'est le propre de l'éducation que de penser à moyen et long terme de toute façon. Mon père disait qu'il faut avoir assez de courage puis de vision pour planter un pépin de pomme en sachant que c'est quelqu'un d'autre que nous qui va cueillir les pommes du pommier en devenir. Puis c'est un peu ce qu'on fait dans le réseau tout le temps. Donc aujourd'hui, en annonçant un plan d'investissement dans nos écoles, bon, on va dans ce sens-là. Les jeunes qui vont fréquenter ces écoles, des fois, ne sont pas encore nés. Et on a cette année un plan québécois des infrastructures colossal pour le réseau de l'éducation. Pour l'année 2021, c'est 3,7 milliards. C'est exceptionnel. C'est un signal très fort envoyé par le gouvernement tout entier. C'est pas l'affaire du ministère de l'Éducation, c'est un choix gouvernemental d'investir dans nos écoles pour les construire et les rénover. Puis en plus, on ne va pas faire plus de ce qui était déjà là, on va faire mieux. On a annoncé dans le cours de la dernière année
des écoles pour une nouvelle génération d'élèves, carrément une nouvelle génération d'écoles. Donc, évidemment, les investissements qu'on annonce aujourd'hui vont aller dans ce sens-là, avec plus d'espace, avec des espaces pédagogiques, avec des lieux de rencontre et avec une nouvelle signature visuelle. On n'investit pas seulement dans le béton. Évidemment, il faut se dire que pour la rentrée actuelle, la rentrée de septembre 2020, on a pour 100 millions de dollars de plus dans nos écoles en aide à la réussite, en soutien à la réussite. On a embauché des orthophonistes, des orthopédagogues, des psychoéducateurs de plus que l'an dernier. L'an dernier, on avait dit qu'on en ajouterait 650. On a réussi à en embaucher 710. Alors, ceux qui disaient que c'était pas possible, 650, avaient raison, mais peut-être qu'ils pensaient pas qu'ils avaient raison. On a dépassé notre objectif. Cette année, on vise 350 de plus. Ils ne sont pas tous encore dans le réseau. On a confiance des embauchés en cours d'année. C'est une année spéciale aussi, c'est une année de coupure dans la bureaucratie parce que on est allé faire un allègement administratif très important, demandé à grands cris depuis longtemps par les associations, par les ordres professionnels de psychologues, psychoéducateurs, orthophonistes, orthopédagogues. Et cet allègement administratif va venir rendre disponible des centaines de milliers d'heures de plus en aide directe aux élèves les plus vulnérables. Et c'est tellement important alors que certains ont raté plusieurs semaines, voire plusieurs mois d'école au printemps dernier. Mais si je reviens à l'annonce du jour, spécifiquement aujourd'hui sur le plan québécois des infrastructures, il faut dire que pour la région de Québec, pour la région de la capitale nationale, on a une annonce de 225 millions de dollars pour le plan québécois des infrastructures pour cette année seulement. Parmi les 225 millions, on a 101 millions de dollars pour de l'ajout d'espace. Donc, 3 projets d'école, 3 nouvelles constructions, 2 projets d'agrandissement, l'équivalent d'à peu près 88 classes de plus pour la région. Mais je vous ai dit qu'on avait 225 millions de dollars d'investissement dans la région de la capitale nationale. Je vous ai parlé de 101 millions pour des constructions et des agrandissements, ce qui nous laisse 124 millions de dollars, donc encore plus, pour entretenir nos écoles existantes. Et même, je vous dirais, pour les rénover. Donc, il y a beaucoup d'écoles qui, parfois, ont été construites il y a bien longtemps, n'ont peut-être pas été assez bien entretenues parce que l'argent n'était pas là. Mais on pense que cette année, avec 124 millions de dollars pour les écoles existantes, pour des rénovations importantes, rénovations majeures, bien, ça va permettre de mener à terme des centaines de projets de rénovation parce que c'est pas seulement les élèves et le personnel qui va dans une nouvelle école qui a droit à une belle école. Tout le monde a droit à une belle école. Et je pense que l'annonce d'aujourd'hui va rendre ceci possible. Donc, c'est avec beaucoup de fierté et sans plus tarder, je veux céder la parole à ma collègue et amie, la vice-première ministre, Mme Guilbeault, qui va vous présenter les détails de ces investissements pour la région de la capitale nationale. Oui, merci beaucoup, Jean-François. Bien, à mon tour de saluer, j'irai pas aussi en détail que mes 2 amis, puisque les salutations ont déjà été faites, mais bonjour à mes 2 amis, les 2 Jean-François, bonjour à mes amis, les députés de la capitale nationale qui sont tous présents, mes fidèles alliés ici à Québec, dans le Grand Québec, évidemment, de Portneuf à Charlevoix. D'ailleurs, on a les députés de Portneuf et de Charlevoix, entre autres, ici avec nous. Mesdames et messieurs, les directeurs généraux et directrices générales des centres de services scolaires, votre présence est très appréciée ce matin. Il faut savoir qu'on a eu une rencontre avant cette conférence de presse en présence de mon collègue, le ministre de l'Éducation, le député de Montmorency et de certains directeurs et directrices de centres de services scolaires, une rencontre qui a été très utile, très productive, très directe et très concrète, que moi j'ai beaucoup apprécié. Je pense que mon collègue aussi, des échanges, parce que Jean-François en a parlé, les défis, ils sont réels pour le personnel de nos établissements et pour le personnel aussi de nos centres de services scolaires. Les choses qui se font depuis des mois dans nos écoles, ça se fait pas tout seul. C'est grâce, entre autres, aux centres de services scolaires et aux personnels
personnel de nos écoles, aux enseignants, bien sûr, et à tous ceux qui les entourent. Alors, un grand merci pour votre présence ce matin et bonjour à toutes les autres personnes qui sont parmi nous ce matin. Mais évidemment, moi, c'est un plaisir pour moi d'être ici parce que je suis ministre responsable de la capitale nationale et on annonce des investissements très importants aujourd'hui pour la capitale nationale. Donc, c'est une belle journée, une belle annonce pour nos jeunes, pour nos profs, pour le personnel, pour nos familles et pour toutes les personnes dans la capitale nationale. D'ailleurs, je remercie Jean-François d'être présent pour cette belle annonce. Il y a beaucoup de choses à faire, vous vous en doutez bien, et il prend le temps de venir l'annoncer ici ce matin parce que, justement, c'est très important pour nous que ces annonces de rénovation, de construction, d'agrandissement de nos écoles, entre autres dans la capitale nationale. Parce que pour nous au Québec, mais au Québec, c'est important pour votre gouvernement d'avoir des belles écoles. Et quand on parle de belles écoles, on parle de locaux agréables, on parle de milieux de vie propices au développement, à l'apprentissage pour nos jeunes. On veut que nos jeunes soient motivés le matin quand ils vont à l'école, qu'ils se sentent bien à l'école, qu'ils se sentent en sécurité, qu'ils aient du plaisir à apprendre. Des belles écoles ou des écoles comme telles, c'est plus que de la brique et des matériaux, comme le disait Jean-François. C'est plus que des plans de vie, c'est des milieux de vie à la hauteur de ce que méritent nos jeunes. C'est des milieux de vie de qualité, parce que la qualité des milieux de vie dans lesquels nos jeunes apprennent à devenir des citoyens, bien, ça a une incidence directe sur leur estime de soi, sur leur bonheur et sur leur réussite. Donc, heureusement, votre gouvernement, depuis notre arrivée au pouvoir, démontre, je pense, de mois en mois et d'année en année, à quel point l'éducation est une véritable priorité pour nous, avec des investissements sans précédent en éducation en général et notamment dans ces projets d'embellissement, de rénovation et de construction d'écoles. Donc, pour en revenir à la capitale nationale plus précisément, Jean-François en a parlé, 225 millions de dollars qu'on investit ici dans la région de la capitale nationale. Ce montant-là prévoit deux choses distinctes. D'abord, des constructions et ensuite des rénovations. Donc, on a 101 millions, pour des constructions. Et là, je vais prendre la peine de vous les détailler, puisque c'est toujours intéressant de savoir qu'est-ce qu'il y aura de nouveau dans la capitale nationale avec ce bel argent. Donc, les projets retenus au centre de services de la capitale, ajout de 10 classes et d'un plateau de gymnase à l'école du Buisson. Au centre de services des premières seigneuries, Mario, ici présent, est content et je sais qu'il a travaillé très fort, entre autres avec la direction de l'établissement. Donc, une très belle nouvelle pour l'école du Buisson. Aux premières seigneuries, il y aura la construction d'une école primaire de 32 classes dans un endroit à déterminer, la construction d'une école primaire de 23 classes à Sainte-Brigitte-de-Laval et la construction d'une école primaire de 17 classes dans l'arrondissement Beauport à Québec. Et enfin, au centre des services scolaires de Port-Neuf, l'achat et la transformation de la bibliothèque municipale annexée à l'école du Personnage, pavillon Saint-Charles, afin d'en faire 6 classes et l'ajout d'un gymnase chez mon ami Vincent à Port-Neuf. Alors, de très beaux projets. À ça s'ajoute l'enveloppe de 124 millions pour les projets de rénovation d'écoles. Donc, c'est une enveloppe qui va être distribuée au sein des centres de services scolaires et eux pourront juger des projets de rénovation les plus pressants et les plus appropriés dans leurs juridictions respectives. Donc, vous le voyez, on investit non seulement dans des nouvelles écoles, mais aussi dans les écoles déjà existantes parce que pour nous, Jean-François l'a dit, c'est important que tous nos enfants aient accès à des milieux de vie sains et inspirants. Donc, on investit dans les nouvelles constructions et aussi pour s'assurer que les constructions déjà existantes sont à la hauteur des besoins de nos enfants. Donc, je voudrais terminer, évidemment, en souhaitant une belle année scolaire à tout le monde, à tous nos enfants, jeunes et moins jeunes, à toutes les familles, à tous les parents, à tout le personnel, à nos vaillants profs, à notre vaillant personnel un petit peu partout dans les écoles, dans les centres de services scolaires. On est dans une situation qui est inhabituelle pour le moins depuis l'arrivée de la COVID-19 dans nos vies et vous avez été des collaborateurs extraordinaires depuis le début. Donc, un grand merci à vous tous. Merci pour votre travail. Une belle année à vous, malgré les circonstances. Et je vais terminer en remerciant mon collègue Jean-François, puisque lui aussi travaille très fort. J'en sais quelque chose. Des fois, tout n'est pas toujours parfait du jour au lendemain parce qu'on est tous en adaptation continuelle. Mais Jean-François, sachez-le, travaille très, très, très fort tous les jours pour s'assurer que nos enfants puissent continuer d'aller à l'école parce que derrière toutes ces mesures, puis des fois, ça peut être compliqué, ça peut être tannant, il y a des questions, puis les réponses, bon. Mais
derrière ça, l'idée, c'est que nos jeunes puissent continuer d'aller à l'école. On a vu, le printemps dernier, on a dû suspendre les activités scolaires pour certains groupes d'âge et je pense que tous les parents, ou en tout cas la majorité des parents, s'entendent sur le fait qu'on espère que nos enfants puissent continuer de fréquenter l'école en termes de socialisation, de fréquentation de leur entourage et tout ça. Il y a des gains nets sur le plan humain. Alors, merci Jean-François pour ton travail. Merci encore à tout le monde dans la salle et bonne journée. Merci beaucoup, Mme Guilbeault. On en serait maintenant rendu à la période de questions et de réponses. Compte tenu du peu de temps qu'on a devant nous, je vous demanderai de vous limiter à une question et à une courte relance par journaliste. Merci. Bonjour. Vous m'entendez, M. Roberge, Mme Guilbeault, bonjour. Caroline Plante de la Presse canadienne. On voit ce matin 120 écoles touchées par la COVID-19. Est-ce que c'est possible de savoir à ce jour combien d'enfants ont été mis en retrait préventif, en isolement préventif? Alors, juste pour préciser quelque chose, on collige les informations avec ce qui nous vient directement des écoles, des centres de services scolaires. On revalide ensuite avec les gens de la santé publique, ce qui nous a permis là, de mettre à jour cette liste. On confirme 70 écoles dans lesquelles il y aurait des cas réellement confirmés et une cinquantaine d'écoles qui sont en validation. Donc, c'est important de préciser le 70 confirmés, 50 en validation. Préciser une autre chose aussi, quand on dit qu'il y a 70 écoles dans lesquelles il y a des cas, on peut dire que c'est des écoles dans lesquelles il y avait des cas, mais évidemment, ils ne sont pas présents. C'est assez évident qu'une fois qu'il y a un cas qui est confirmé, ou même aussitôt qu'il est confirmé, le cas est, que ce soit l'élève ou le membre du personnel est retiré de l'école, ou bien souvent ne se présente tout simplement pas à l'école, mais avise. Pour ce qui est du nombre d'élèves ou membres de personnel, on est autour de 118 personnes qui œuvrent dans le réseau, soit comme adultes ou qui le fréquentent comme élèves. Environ 118 seraient des cas confirmés. Ce sont des chiffres quand même à mettre en perspective. Quand on parle de possiblement 120 écoles touchées, c'est sur 3100. Et quand on parle d'environ 118 personnes, bien, c'est sur 1,4 million. Parce que quand je compte le nombre d'élèves et le nombre de personnels qui travaillent dans le réseau, c'est à peu près 1 400 000 personnes qui fréquentent nos écoles à chaque jour. On aura environ 118 cas confirmés. Mais ma question, c'était combien d'élèves en tout ont été mis à ce jour en isolement préventif? Le chiffre que j'ai à vous donner aujourd'hui, c'est 118 qui inclut le nombre de membres du personnel et d'élèves qui sont des cas confirmés. Pour ce qui est des élèves qui peuvent rester à la maison parce qu'ils ont des symptômes, je n'ai pas l'information aujourd'hui. Merci beaucoup. On passerait maintenant à la prochaine question. Parce qu'il n'avait pas répondu à ma question. On va devoir passer à la prochaine question. Non, désolé, mais ma sous-question, donc, c'est la saison des rhumes. Il y a plusieurs parents qui se demandent qu'est-ce qu'on fait avec un enfant qui a le nez qui coule, par exemple? Est-ce qu'on l'envoie à l'école? Est-ce qu'on le garde à la maison? Est-ce qu'on l'envoie le faire tester? Alors, est-ce que, dans le fond, ma question, c'est est-ce que un enfant qui a le rhume peut aller à l'école? Depuis maintenant, peut-être une semaine, sinon une dizaine de jours, on a un site maintenant, Internet, avec une question-réponse qui vient vraiment soutenir les familles, les parents, dans ce choix-là. Bon, mon enfant a le nez qui coule. Et on regarde s'il y a le nez qui coule, on coche. Est-ce qu'il y a d'autres symptômes? Non. Et là, on précise à la fin, aide à la décision, vous pouvez l'envoyer à l'école ou vous devriez appeler pour passer un test de dépistage. Si les gens n'ont pas accès à Internet, il y a le numéro 1877 et il y a quelqu'un qui est là qui peut remplir le formulaire pour faire une aide à la décision. Donc, c'est disponible maintenant, depuis maintenant plus d'une semaine. Merci beaucoup. Prochaine question. Oui, bonjour, Fanny Lévesque, La Presse. Monsieur Roberge, vous l'avez mentionné, il y a 3100 écoles au Québec. Sur la fameuse liste là, qui a été dévoilée vendredi dernier, sur laquelle on peut voir, par exemple, le nombre de cas ou le nombre d'écoles touchées, on remarque qu'il y a 791 écoles qui ont soumis le formulaire, donc qui ont répondu aux questions du ministère. Est-ce que donc vous avez pourquoi on n'a pas 3000 écoles qui ont répondu au questionnaire?
Il y a eu, la semaine dernière, une certaine confusion. Certaines directions d'école croyaient qu'ils ne devaient répondre que s'il y avait un cas positif. Donc, certaines personnes ont dit, j'ai pas besoin de répondre et cocher toutes les cases en disant non. Ceci dit, pour être certain que les chiffres qu'on rend publics, je dirais aujourd'hui, là, avec le 70 qu'a confirmé, 50 qu'on est en train de valider en ce moment, on revalide pour être bien certain qu'il n'y a pas eu d'oubli ou de mauvaise compréhension. Et de toute façon, les chiffres que je vous rends publics maintenant ont été revalidés par la santé publique aussi. Donc, je pense que nos données sont valides, mais je vous dirais, elles sont valides, mais en évolution, parce qu'on s'entend que déjà, aujourd'hui, la journée est avancée, il est possible qu'il y ait d'autres parents qui aient visité des écoles, que leur enfant reste à la maison parce qu'ils ont fait passer un test, supposons, hier ou avant-hier. Donc, ça sera mis à jour régulièrement pour avoir un portrait qui soit le plus juste possible. Mais je veux préciser une chose. L'information la plus importante pour les élèves et pour les parents des élèves, elle a été disponible dès le jour 1, sans délai, de manière conforme avec l'engagement qu'on avait pris de transparence. C'est qu'aussitôt qu'il y a un cas qui est confirmé dans une école, tous les parents sont avisés le jour même et tous les membres du personnel sont avisés le jour même. Donc, il n'y a pas d'urgence pour chaque parent d'aller voir le site gouvernemental à chaque jour pour savoir est-ce que l'école de mon enfant est touchée ou pas. Si une école est touchée, si votre école est touchée, vous serez informé très rapidement. On est à une semaine de la décision sur la reprise du sport scolaire, des sports-études, avec 120 écoles touchées ou sous investigation. Est-ce que les signaux sont au rouge en ce moment? Bien, juste, je précise tout le temps quelque chose parce que c'est comme s'il n'y avait pas de sport en ce moment dans les écoles. Or, les cours d'éducation physique ont lieu, les cours d'art aussi ont lieu. Et d'après un sondage, là, il y a tout près de 50% des centres de services scolaires qui, en maintenant les groupes classes, en maintenant les bulles, ont réussi de toute façon même à offrir des concentrations art, des concentrations sport, du sport-études, des arts-études. Souvent, j'ai l'impression, là, à lire certains commentaires, que c'est comme s'il n'y en avait pas au Québec en ce moment. C'est pas le cas. Ceci dit, on souhaite être capable d'assouplir les règles pour que lundi prochain, le 14, dans l'ensemble des centres de services, on soit capable d'en offrir davantage. Alors, on souhaite en arriver là pour lundi prochain, si tout va bien, mais on est en train de réévaluer la situation, évidemment. Merci beaucoup. On passera à la prochaine question. Oui, bonjour. Jean Carrier, Métro Média. Monsieur Roberge, ma question est pour vous. Est-ce que, encore dans le dossier des sports scolaires, je sais très bien que dans votre entourage, il y a des personnes qui vous ont averti de l'importance du sport dans l'école, de l'importance du sport scolaire. Est-ce que c'est possible que vous aviez sous-estimé un peu cette importance-là? Écoutez, je suis quelqu'un qui, moi-même, pratique beaucoup de sport, qui en a pratiqué tout le long de ma jeunesse. Jusqu'à l'âge de 17 ans, je faisais du sport à un niveau compétitif. Je suis quelqu'un qui faisait partie aussi de la troupe de théâtre de mon école secondaire. Donc, et depuis 2012, mon collègue Jean-François Simard s'en souviendra certainement, dans la plateforme électorale de notre parti, on voulait mettre de l'avant le parascolaire, enrichir l'offre des écoles et miser sur le parascolaire parce qu'on sait que c'est extrêmement important d'un point de vue physique, d'un point de vue confiance, d'un point de vue sentiment d'appartenance à l'école. Donc, pas besoin qu'on essaie de me convaincre de l'importance du sport et des arts à l'école. J'y crois profondément. Donc, on va tout faire pour assouplir les règles aussitôt qu'on le pourra pour augmenter l'offre de parascolaire. D'abord, en sous-question, est-ce que vous avez été surpris de la réponse, justement? Il y a eu une manifestation, il y a eu une pétition en ligne, je pense qu'il y a vraiment galvanisé beaucoup de gens. Il y a beaucoup d'étudiants athlètes qui sont fâchés de la situation. Est-ce que ça vous a surpris un peu, ce mouvement-là, ou pas du tout? Bien, c'est une réaction que je comprends parce que quand on est un élève athlète ou quand on est passionné, on parle beaucoup de sport, mais il y a aussi les arts, il y a toutes sortes d'autres activités extrascolaires très, très engageantes. Et les jeunes, parfois, se définissent par ça, par cette activité qui les motive, qui leur donne envie d'aller à l'école. Donc, je suis pas surpris de l'importance que les jeunes accordent à ces activités-là.
J'accorde moi-même une très grande importance à ces activités-là, puis j'espère qu'il sera possible d'assouplir les règles rapidement pour réintroduire davantage de ces activités extrascolaires. Puis on souhaite que ça soit possible dès le 14. Merci beaucoup. On passera à la prochaine question. Bonjour, Daphné Dion-Vient du Journal de Québec. Ma première question est pour M. Roberge. Je comprends qu'on n'a pas le nombre exact d'enfants qui sont en isolement préventif là, à l'heure où on se parle. Il y a quand même des centaines d'enfants qui sont à la maison. Vous aviez promis certaines garanties en cas de fermeture de classe. Est-ce que vous pouvez nous dire si présentement tous les élèves à la maison reçoivent de l'enseignement à distance et ont accès au matériel informatique s'ils n'en ont pas? Les échos que j'ai me disent que ça va très, très bien. Donc, on fait des validations, on reçoit des informations des centres de services scolaires. Parfois, ça se fait en 24 heures, c'est vraiment la cible. Parfois, ça se fait en 48 heures. Mais on me dit que ça se passe très bien, que beaucoup ont été capables de basculer rapidement, qu'on est capable de prêter soit des tablettes, soit des ordinateurs à ceux qui n'en ont pas, et que la qualité du service est au rendez-vous. Ma sous-question s'adresse à Mme Guilbeault. Ce matin, le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, a déclaré publiquement qu'il y aura un métro dans le tunnel reliant Lévis à Québec. Alors, est-ce qu'il y aura un métro dans ce fameux tunnel? Bien, comme vous le savez, je vais commencer par souligner l'enthousiasme débordant de M. Lehouillier, dont je me réjouis évidemment. Le tunnel Québec-Lévis, c'est un projet qui suscite beaucoup d'enthousiasme et d'engouement dans le Grand Québec, dans Chaudière-Appalaches. Alors, je partage évidemment son engouement et son impatience de voir le plan pour le tunnel présenté. Et comme vous le savez sans doute, cette annonce se fera sous peu. Donc, vous pourrez avoir tous les détails du projet à ce moment. Et par la suite, nous pourrons, comme je le dis souvent, avoir des conversations plus complètes et plus aisées sur le sujet une fois qu'on aura fait l'annonce avec mon collègue François Bonnardel. Merci beaucoup. On passerait maintenant à la prochaine question. Bonjour, Marc Allard, journaliste au Soleil. Ma question est pour M. Roberge. Dans les écoles là, qui sont touchées là, par la COVID, il y a des parents qui se demandent à partir de quand on décide de fermer l'école au complet, parce qu'en ce moment, c'est juste les classes qui sont concernées par les cas. Est-ce que du moment qu'il y a une éclosion, c'est-à-dire une contamination entre les élèves de l'école, est-ce qu'on décide de fermer la classe au complet? L'école au complet, pardon? D'abord, je suis content que vous fassiez la différence entre un cas dans une école et une éclosion. Des fois, les gens disent « Ah, il y a des éclosions dans beaucoup d'écoles au Québec ». C'est pas le cas. Hein? Une éclosion, ça voudrait dire justement que dans une classe, puis dans une école, tout à coup, il y a une grande propagation. Bien souvent, c'est un seul élève qui l'a attrapé à l'extérieur de l'école et ne se présente même pas à l'école et donc, évidemment, ne peut pas le donner. Même chose pour des membres du personnel. Le principe, qui est bien clair, bien compris, bien connu, c'est que on travaille en groupe classe, qu'on appelle ça des bulles, et qu'on l'applique de manière le plus étanche possible, avec de rares exceptions, là, mais vraiment, on applique nos groupes classe, ce qui nous permet de ne pas fermer des écoles. On ne veut pas retourner à des écoles fermées. On l'a vécu ce printemps. C'est quelque chose qui a laissé des traces chez le personnel, chez les parents, chez les élèves. Donc, on va tout faire pour éviter de fermer à nouveau des écoles. Si la santé publique prenait une décision allant en ce sens-là, on avisera, mais on fait tout pour que ça n'arrive pas. C'est à peu près impossible qu'il y ait des éclosions et de grandes propagations dans la mesure où on respecte nos groupes de classe, dans la mesure où les gens qui ont des symptômes retournent à la maison et dans la mesure où les gens qui ont des cas confirmés sont à la maison pour 10 à 14 jours. Je pense qu'on est en train d'exclure les scénarios dans lesquels on fermerait des écoles. Mais est-ce que la santé publique vous a indiqué qu'il y aurait un certain seuil, mettons, au-delà duquel il n'y aurait pas le choix de fermer les écoles? Ce que la santé publique nous dit, c'est que chaque cas doit être investigué. Puis, ce qu'ils nous disent, c'est que la dernière chose à faire, là, c'est de tout préparer d'avance, puis qu'après ça, d'appliquer une recette. Ce qu'ils font plutôt, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un cas, ils font ce qu'ils appellent une enquête épidémiologique,
et qui regarde qui a été en contact avec qui et prend la décision. Donc, je pense que c'est la meilleure façon de travailler plutôt que celle de mettre un barème là et de l'appliquer tout simplement, dire au-delà de X cas, on ferme une école. C'est pas la façon de travailler des experts. J'ose pas trop y toucher, karaoké. Bonjour, Pascal Robitaille de TVA. Donc, ma première question est pour la ministre Guilbeault. Donc, ce matin, votre collègue de la Santé a annoncé les codes de couleur, zone rouge, zone orange, dans le cas où on devait, avec des mesures plus restrictives, qui va appliquer ces mesures-là? Et est-ce qu'on va fonctionner aussi avec un système de contravention comme au printemps dernier? Plusieurs éléments dans la question. D'abord, effectivement, le code de couleur en soi prévoit un contexte plus restrictif par région selon la couleur. Donc, du même souffle, il annonçait que Québec et 3 autres régions, capitale-nationale, c'est-à-dire les 3 autres régions, devenaient jaunes. Donc, déjà, ça vient avec un certain nombre de mesures assorties. On parle de plus d'inspections de la part de la santé publique, plus d'actions de communication de la part de la santé publique. Il peut y avoir davantage de groupes ciblés qui vont être invités à se faire tester, selon, évidemment, le contexte précis de la région concernée. Alors, en ce qui nous concerne, et je pense que mon collègue en a parlé, évidemment, j'ai pas vu sa conférence comme telle parce qu'on était en rencontre, mais moi, je travaille de mon côté à la sécurité publique sur un plan avec des mesures restrictives, coercitives, qui seraient arrimées au plan de couleur. Donc, pour chacune des couleurs, j'aimerais qu'on prévoie des mesures. Il y en a déjà qui sont dans le plan de la santé, mais peut-être venir compléter, ajouter un complément sécurité publique à ce plan-là avec des mesures, là, comme je vous disais, à sévérité croissante selon la couleur, très opérationnelles et très claires. Donc, je travaille sur ce plan-là qui devrait être prêt éventuellement. Au moment où ce sera prêt à être annoncé, ce le sera. Mais de façon générale, c'est bien clair que plus on va augmenter dans la couleur, en tout cas augmenter, là, vous voyez un peu, plus la couleur va être chaude et plus on va sévir pour l'encadrement de la propagation du virus. Merci beaucoup. Puis pour ma sous-question, j'aimerais revenir sur les écoles. On sait qu'il y a du personnel qui est présentement en isolement, donc ces gens-là doivent, j'imagine, se faire remplacer. Comment ça fonctionne? Est-ce que les remplaçants, une fois qu'ils ont terminé, changent d'école pour la propagation? J'imagine qu'il doit y avoir des mesures mises en place de ce côté-là. Ce qu'on a mis de l'avant avec la santé publique, avec les recommandations de la santé publique, c'est de laisser la distanciation le plus souvent possible là, de 2 mètres entre les adultes et les élèves. Et c'est vrai dans une école secondaire, c'est vrai dans une école primaire. C'est parfois difficilement applicable, mais on y va vraiment dans la mesure du possible. Et quand il y a des rapprochements, il faut que ça soit de moins de 15 minutes avec cette même personne-là, moins de 15 minutes consécutifs, mais on garde cette distance-là. Pas possible au préscolaire, mais au préscolaire, ils ont de l'équipement de protection différent. Mais avec ces mesures-là, la santé publique ne nous prescrit pas de limitation à ce que un enseignant, supposons, soit dans une école le lundi et dans une autre école le mardi. C'est un peu l'équivalent d'être dans une classe ici au secondaire le matin et dans la classe voisine l'après-midi. On garde les distances et puis on travaille en groupe classe. Merci beaucoup. On passe à la prochaine question. Oui, bonjour. Je vais revenir à l'annonce d'aujourd'hui. Pourquoi il y a beaucoup d'investissements dans les premières seigneuries? Pourquoi investir autant dans ce centre de service scolaire aujourd'hui? Bon, si je peux me permettre, on ne privilégie pas, supposons, un centre de service plutôt qu'un autre. On regarde tout simplement les demandes qui sont formulées année après année. Donc, à chaque année, on repart de zéro, on regarde les demandes. Il y a une analyse au gouvernement qui se fait en fonction de critères, c'est-à-dire est-ce que les classes débordent, depuis combien de temps il y a un débordement quand c'est le cas, et sur un horizon de 5 ans, est-ce qu'on a toujours besoin de ces places supplémentaires? Et ce sont ces critères-là qui nous amènent ensuite à accepter différents projets. Vous comprenez qu'avec un plan québécois des infrastructures de 3,7 milliards pour l'année, on a pu accepter un nombre record de projets de construction et d'agrandissement. On voit quand même qu'il y a 3 nouvelles écoles pour ce centre de service scolaire-là. Est-ce qu'on voit quand même une augmentation de la population de ce côté-là?
faudrait voir là, d'une année à l'autre. C'est vrai que ici, on a 3 constructions nouvelles au centre de services scolaires des Premières Seigneuries. On a un ajout à celui de la capitale. On a aussi un ajout de transformation à celui de Port-Neuf. Vraisemblablement, le besoin était plus grand, évidemment, au centre de services scolaires des Premières Seigneuries. Je n'ai pas un portrait, mais peut-être que l'an dernier, supposons, le centre de services de la capitale avait fait des demandes et il avait été accepté, donc il ne reformule pas de nouvelles demandes année après année. Mais nous, on y va avec des critères qui sont objectifs, là, vraiment pour répondre aux besoins des élèves et évidemment de la population. Merci beaucoup. On passera à la prochaine question. Bonjour, François Garipi, Radio X. La question s'adresse à Mme Guilbeault. Le maire Lehoulier a pris la parole sur nos ondes ce matin et il a même confirmé l'arrivée d'un troisième lien, d'une façon imminente. On parle même d'un métro sous-fluvial. J'aimerais avoir vos commentaires, ou du moins peut-être un moment où est-ce que vous pensez que l'annonce pourrait être faite? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai tenu d'abord à souligner l'enthousiasme débordant du maire Lehoulier sur vos ondes ce matin et de façon générale à propos du tunnel Québec-Lévis. C'est un projet qui est très attendu, très emballant pour le Grand Québec et pour Chaudière-Appalaches. Et comme vous le savez, donc, on va annoncer de façon imminente les détails du projet de tunnel Québec-Lévis. Alors, je vous demande encore un petit peu de patience. Mon collègue François Bonnardel et moi travaillons là-dessus, mais dès qu'on sera prêt à l'annoncer, on va le faire. Et par la suite, ça nous fera évidemment grand plaisir d'en discuter plus en détail. Ensuite, question, Mme Guilbeault, concernant la détention de gens qui auraient été en lien avec le bar Le Kirouac. C'est le Dr Girard, la semaine dernière, qui nous confirmait que des gens avaient été, non pas séquestrés, mais mis de côté. Est-ce que vous avez une idée du nombre et du lieu dans lequel on rassemble ces gens-là qui sont, en fait, des délinquants? C'est une bonne question. J'aurais tendance à dire que j'irai pas nécessairement plus loin que ce que M. Girard a dit. C'est peut-être juste sur le principe général, là, quand il y a des personnes qui reçoivent une recommandation d'isolement préventif, soit parce qu'elles sont considérées à risque et sont en attente d'un résultat COVID, ou parce qu'elles sont testées positivement à la COVID et qui ne suivent pas la recommandation d'isolement, la Direction de santé publique a la capacité d'émettre une ordonnance, donc un ordre d'isolement, et à ce moment-là, effectivement, c'est une forme de détention virtuelle dans le sens où on contraint vraiment la personne physiquement à s'isoler pendant le nombre de jours prescrits. C'est arrivé dans la foulée de l'incident du bar Le Kirouac, mais si la santé publique n'a pas donné le nombre et encore moins, j'imagine, les lieux et tout ça, ben je vais demeurer réservée dans mes commentaires, mais confirmer que oui, c'est arrivé, parce que des fois, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on fait avec des gens qui, comme ça, de façon téméraire et un peu méprisante, décident de ne pas suivre les règles de la santé publique et deviennent des vecteurs de contagion ambulants, littéralement. On agit fermement, on étant à la direction de la santé publique, elle a ce pouvoir-là d'émettre ces ordonnances-là et elle le fait au besoin. Donc, soyez assurés que ces gens-là sont pris en charge rapidement, sérieusement et fermement et qu'on limite ainsi le risque de propagation qui découlerait de ces personnes-là. On ne sait pas si c'est Robert Giffard ou en prison ou en cellule ou vous ne répondrez pas à ça aujourd'hui? Ils ne sont pas en centre de détention, ils ne sont pas en milieu carcéral, là, pas du tout. OK. Mais on prend les moyens pour s'assurer qu'ils s'isolent pendant le délai prescrit. Merci beaucoup. On passera à la prochaine question. Good morning. Mr. Roberge, I don't receive... Hi. Minister Chantal Rouleau, Ian Lafrenière, Transport Minister Mr. Bonnardel, and Simon Jolin Barrette are all in self-isolation because they were at the same press conference on Wednesday with Longueuil Mayor Sylvie Parent. Mr. Roberge, you were with Jolin Barrette the day after. So how do you feel about the fact that if Minister Jolin Barrette tested positive, you might have to test positive and your staff might have to test positive? About how difficult this situation is? Well, I think it's a good question. Most of the time it's like a theoretical question because it don't happen to us. When it happens to us, you have to think about, yes, maybe I have to have a test. I didn't have this information before this morning, so I think I will make a decision. I will discuss with the specialist healthcare and make this decision. It's tricky, isn't it? Is this your second question? No, it's not. It's just because
I see your face, Mr. Roberge, and it's very complicated. Je peux le faire après? Oui, ben, je peux le faire. Allez-y, après ça, j'irai avec ma deuxième question. Oui, mais je pense que comme beaucoup de Québécois, on prend toutes les précautions, on se lave les mains, on maintient le 2 mètres, on porte le couvre-visage, on fait attention, on respecte les règles même à la maison, on n'invite pas des gens à la maison qu'on peut pas inviter, on garde nos distances. Quand on apprend après coup qu'on a peut-être été en contact avec une personne qui s'est elle-même mis volontairement en isolement, même si c'est pas un cas qui est positif, on se pose la question, est-ce que j'ai vraiment pris toutes les précautions? Dans mon cas, je suis convaincu que oui. Et puis, on se demande, est-ce que je devrais me faire tester? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement faire ce qu'on recommande aux citoyens. Je vais l'appliquer à moi-même. Je vais aller sur le site Internet. Je vais répondre aux questions et je vais appliquer la recommandation qui me viendra. Okay. Mrs. Guilbeault, the Sûreté du Québec have met 2 men with the investigation on the threats that Mr. Legault, Premier Legault, received on social media after he gave this interview au FM 93 about masks and the importance of wearing masks. Threats against Premier Legault. The file is still open. The Crown prosecutors might receive the files later on this week or later on today. Is it frightening to see this? Following an interview that Premier Legault gave on masks and the importance to wear masks. Is it frightening as a public security minister to see this? Well, first of all, this is not acceptable. Those threats, they are not acceptable. And I saw, as you did, that the Sûreté du Québec took this very seriously. They reacted very promptly, and this is being investigated as we speak. So I will not comment further on that, but I am satisfied to see that the Sûreté du Québec has taken the matter very seriously, because it is. Nobody should be threatened because of his or her role of protecting the people in Quebec. And this is what the Prime Minister has been doing for the last 6 months, that we have all been doing at the National Assembly. So nobody at the National Assembly should be threatened because of doing what is his or her responsibility, because as elected people, we have this responsibility for the last 6 months to protect the health of Quebecers. And so at the question, are you frightened? I think it is frightening to see that some people keep on questioning the foundation of all this action that we have been taking for the last 6 months to be able to protect the Quebecers. I think those people are not above the law. They have to respect the rules that we have put in place with the Santé Publique. And so I will ask them again to comply with the rules, to respect the rules. If you don't do it for yourself, do it for other people. Because today we, and I think that's what my colleague Christian Dubé might have said earlier, we ask people to take their own responsibility in stopping the propagation. We all have this power to stop the propagation, and if you don't do it for yourself, do it for the more vulnerable people. This is very important for our parents, our grandparents. We have to take this responsibility very seriously. Merci beaucoup. Prochaine question. Oui. Oui, tout à fait. Je considère, comme tout le monde, que c'est totalement inacceptable d'avoir ce genre de menaces. J'ai vu certains extraits là, sur les réseaux sociaux, entre autres, qui ont été partagés. Et il y a des menaces là, qui sont publiées sur les réseaux sociaux régulièrement, d'ailleurs, à l'endroit d'autres élus aussi, mais c'est tout à fait inacceptable, ce genre de menaces.
Je suis satisfaite de voir que la Sûreté du Québec a pris la chose très au sérieux et très rapidement. C'est sous enquête au moment où on se parle, donc je vais être avare de plus de commentaires, mais je suis satisfaite de voir que c'est pris très au sérieux et que c'est enquêté. Et aucun élu ne devrait faire l'objet de menaces actuellement pour finalement assumer sa responsabilité d'élu, c'est-à-dire contribuer à l'effort collectif pour protéger la santé des Québécois. Évidemment, le premier ministre est en tête de peloton. Ça fait plus de 6 mois qu'il travaille jour et nuit, 7 jours sur 7, pour protéger la population du Québec en essayant de freiner au maximum la propagation de la COVID-19. Ça vaut aussi pour l'ensemble des élus de la CAQ et des autres partis aussi. On fait tous notre effort pour sensibiliser les gens puis s'assurer qu'on met en place les mesures et qu'on respecte les mesures. Donc, aucun élu ne devrait faire l'objet d'une menace pour assumer ce que je considère être sa responsabilité d'élu actuellement. Et donc, c'est ça. Pour le reste, mon collègue Christian, ce matin, a probablement parlé du fait qu'aujourd'hui, on veut lancer le message aux gens. Chaque geste compte. Tout le monde a le pouvoir en ce moment là d'infléchir le cours des choses. Il y a eu une recrudescence de cas. Vous voyez, il y a 4 régions qui passent au jaune. Donc, chacun a le pouvoir en ce moment de freiner la propagation. C'est très important de prendre cette responsabilité-là individuelle au sérieux. Si vous le faites pas pour vous, si vous vous sentez pas, vous, à risque, premièrement, personne n'est à l'abri, mais deuxièmement, pensez à vos parents, à vos grands-parents, aux gens vulnérables qui vous entourent. C'est facile là, d'avoir justement des éclosions. Des fois, une personne qui ne soupçonne pas est allée à une place, là, contractée, tu le sais pas, tu t'es promené, puis on peut perdre le contrôle. Donc, on demande à tout le monde de respecter les règles, incluant toutes ces personnes qui mettent continuellement en doute le bien fondé des mesures, qui remettent en doute l'existence même du virus et cette déclinaison là, de théories à saveur un peu conspirationniste. Donc, personne n'est au-dessus des lois. Alors, on leur demande de respecter les règles à eux aussi. Good morning, Raquel Fletcher from Global News. My first question is for Madame Guilbeault, concerning the ministers who are now isolating their 4 members of your caucus. Mr. Roberge saying just now that he also has a decision to make. What does that mean for your government? That's a lot of CAQ members, a lot of ministers who are now isolating. How are you going to deal with that? Well, we are now used to working from home, so I don't think this is an issue for my 4 colleagues who are stuck at home as we speak before being tested and getting the results. So I think they will be able to work just the same as if they were in the office. But this is a very good question that Kathy asked earlier, and I think we all realized when she asked it that we are all wondering at what point should I retire myself or go isolate myself, because when Jean-François was answering the question, I was just realizing that I'm just beside him. So this is kind of a chain reaction. At what point should we isolate ourselves? So I will also go on the website and see the checkpoints if I should retire, and we'll see. But I take for granted that our colleagues are being tested as we speak, or will be today most likely, and should get the results within 24, 48 hours normally, depending on the region. Here in the Capitale Nationale, normally it's pretty quick, but we'll see in Montreal. But we will take all necessary measures. We will be, of course, responsible. I don't want to be a vector of propagation. This goes without saying. And my second question is for Mr. Roberge. I know I can't see you. Speaking of outbreaks, we might have a ministerial outbreak on our hands, but concerning schools, if there are more outbreaks in schools, is there a plan in preparation if all of a sudden we have to go online, or a number of schools are closed and we have to turn to school online rapidly within you mentioned 24, 48 hours. What is the plan for that eventuality? Thank you. Just before this answer, I'll just go back in French and in English. J'ai re-questionné mon agenda, puis j'adore mon collègue Simon Jolin Barrette, mais je ne l'ai pas côtoyé la semaine dernière. Il y avait une annonce sur les investissements dans nos écoles en Montérégie.
Jolin Barrette était présent, peut-être que puisque je suis ministre de l'Éducation ou puisque je suis en Montérégie avec mon comté, on a présumé que j'étais à cette annonce-là, mais j'étais pas à l'annonce des investissements dans nos écoles à Montérégie. Donc, on va demeurer vigilant et se faire tester quand on en a besoin et faire toutes les questions sur le site Internet, moi comme les autres citoyens du Québec, mais je veux juste clarifier cette situation-là. Maintenant, we don't plan to close school. If we have to, if a case of a positive COVID is within a class, we will close temporarily a class for like 2 weeks, and we did it since the reopening of school, but we don't plan to close entire schools or close an entire region, saying all schools in this school service center will be closed until that date. We don't go on that way. We are taking all the measures possible to avoid this case and to keep safe in our school, so we don't have to close any school. Merci beaucoup. On passera à la dernière question. Hello, Kelly Gregg from CTV. My first question is for Minister Roberge. At the beginning of this press conference, you said, we have 118 confirmed cases, thank you, out of 1.4 million staff and students. So in your mind, is back to school, it's only been 2 weeks for some schools, does this constitute a success? Well, each case is important. So, of course, I would be pleased to have no case at all, no Quebecers at all who suffers of the COVID. We don't want any Quebecers having this sickness. We don't want any kids, any students, any teachers, any support staff, of course. I think it's not perfect. It's not possible to be perfect when you face a global pandemic. But I think that all the work of the teachers, support staff, principals, and everybody who works for school boards and school service centers, all that work pays off. And we have a pretty good start of our school year. And I'm really, really proud of everybody who's working in our school. I think we should all be very grateful for what they do. And for Madame Guilbeault, over the weekend, we saw 2 bars in Sherbrooke flout the rules. We've seen a few cases of this here in Quebec, in Montreal, of course. Just walking along St. Jean Street this morning, there's still bars advertising karaoke. Do you think this message is being received, that, this is still something serious, that it's not just something that we're seeing in schools, for example, because the focus has shifted largely to schools? I'm sorry, I didn't hear the last part of the question. The focus has largely shifted to schools and the impact there. Do you think people have really forgotten about bars and about the implications of going to a bar and getting tested after you go to a bar? Well, we have to repeat it, and I think the recent incident at the Bar Le Kirouac put it back in the media, the importance of respecting the rules in the bars precisely. In the bars precisely. And this is a very important responsibility that bar owners have. They are the ones who have to make customers apply the rules in their establishments. Can we say that? Yeah. And so this is very important, and I use this occasion to remind them of this obligation. As I said earlier today, we are working on a plan at the MSP, Sécurité Publique, that will be tied down to the plan of my colleague, Health Minister, so that we will put in place some repressive measures that are more severe as you go on with the colors,
measures will be more severe in red than in green, of course, and that will be also proportional to the curve of contagion. So this is the aim that I have, that I'm working on, and when I will be ready, we might be making an announcement about that. But generally, we have to remind everyone to follow the rules, including people who own or manage bars, and about the specific case of karaoke, we are having a serious reflection on that, and probably will be making an announcement in the next few hours. Days maximum days. Merci beaucoup. Donc, c'est ce qui met fin à notre conférence de presse. Merci beaucoup d'avoir été présent ce matin avec nous.